La France traverse une tempête, un pays qu'on décrit comme une grande puissance, mais où 350 000 personnes dorment dans la rue, un pays où des enfants, dont des bébés, passent leur nuit dehors. Pendant que la misère s'installe, les ministres répètent en boucle que tout va bien, que la France est solide. Mais derrière la vitrine, tout s'effondre, car ce n'est pas un accident, c'est le résultat d'un choix, d'un système, d'une stratégie. Depuis des décennies, les gouvernements passent et se ressemblent, qu'ils s'appellent de gauche, de droite, du centre, peu importe. Tous suivent la même partition écrite, bien au-dessus d'eux. Les ordres viennent de grandes banques, de Bruxelles, des institutions internationales qui dictent la ligne à suivre, produire toujours plus de dettes, car la dette, c'est l'arme invisible qui enchaîne un peuple, qui appauvrit les générations futures et qui enrichit ceux qui tirent les ficelles. La vérité est là, les partis politiques ne sont que des acteurs sur une scène, le scénario, lui, est déjà écrit, et quand l'illusion démocratique menace de s'effondrer, on change le décor, on repeint les murs, mais la maison reste la même, celle des banques. Emmanuel Macron n'est pas une erreur de parcours, c'est un produit pur du système, ancien banquier d'affaires, formé pour servir l'argent avant le peuple. Sa mission, organiser le chaos, creuser la dette, fragiliser la souveraineté française au profit d'une Europe technocratique. Et aujourd'hui, nous payons l'addition, explosion des prix, explosion des impôts, explosion de la pauvreté. Mais les financiers, eux, se frottent les mains, car Macron n'est pas un président, c'est un gestionnaire de faillite, un liquidateur du patrimoine national. Écoutez-les, Gabriel Attal, millionnaire sans jamais avoir connu le monde du travail, nous explique que le bonheur se trouve dans le travail. Jordan Bardella, qui n'a jamais travaillé en entreprise, appelle les jeunes à travailler plus tôt. Mais comment expliquer à des millions de Français condamnés au contrat précaire, au salaire de misère, que la solution serait de travailler davantage? C'est une insulte. Eux s'enrichissent sans jamais salir les mains et osent donner des leçons à ceux qui peinent à nourrir leurs propres enfants. La vérité est qu'ils n'ont jamais connu la réalité d'un smicard. Ils ne savent même pas ce que c'est que choisir entre payer son loyer ou remplir son frigo. Bayrou, Attal, Macron et tous les autres avant eux, ils ont tous suivi la même logique. Augmenter la dette, serrer la ceinture des pauvres, flatter l'Europe, mépriser la souveraineté. Peu importe les couleurs politiques, car derrière, la partition est unique. Et cette partition est écrite par ceux qui n'ont pas été élus, les banquiers, les technocrates, les multinationales. Tous les 5 ans, on change le nom sur cette porte, mais le bureau reste le même. Car il faut rappeler d'où vient ce piège. 1973, Pompidou, ancien banquier de Rothschild, impose une loi qui interdit à l'État français d'emprunter directement à sa Banque de France. Désormais, la France doit emprunter sur les marchés financiers. Résultat, explosion de la dette, enrichissement colossal des banques privées et appauvrissement programmé du peuple français. Étienne Chouard l'a dit avec des mots simples, nous sommes gouvernés par nos créanciers et tant que la dette existe, le peuple est esclave. Cette loi, jamais remise en cause, est le cadenas qui verrouille notre souveraineté. Depuis ce jour, la République n'est qu'une illusion démocratique soumise à l'empire des banques. Le 8 septembre, un vote de confiance que Bayrou lui-même n'attend pas de gagner. Le 10 septembre, un appel à bloquer le pays. La rue gronde, les réseaux sociaux s'enflamment, les syndicats se réveillent. Mais derrière ce chaos, une question, est-ce vraiment spontané? Ou bien Macron lui-même a-t-il placé pour amener la France à ce point de rupture? Car ce chaos n'est pas une faiblesse, c'est une méthode. Un pays désuni est un pays plus facile à soumettre. Et Macron, banquier devenu président, sait mieux que quiconque que le désordre est rentable. Il ose parler de courage budgétaire. Il ose dire qu'il faut supprimer des jours fériés, geler les aides sociales, demander des sacrifices aux familles déjà ruinées. Mais eux se gavent à coups de centaines de milliers d'euros. Yael Braun-Pivet touche plus de 15 000 euros par mois, vit dans un palais payé par le contribuable, profite de déplacements gratuits et elle ose parler de rigueur pendant que les enfants dorment dans la rue. Leur morale est une arme, leur discours une gifle permanente à ceux qui peinent à survivre. Pourtant, il y a une chose qu'ils redoutent, le réveil populaire. Quand le peuple descend dans la rue, quand il s'apprête à faire le 10 septembre, tout change. Ils paniquent, ils changent de stratégie, ils inventent des ingérences étrangères, des faux comptes russes, des boucs émissaires pour détourner l'attention. Mais la vérité est que la colère vient d'ici, de France, d'un peuple qui n'en peut plus d'être trahi. Leur plus grande peur, c'est que la rue comprenne qu'elle a plus de pouvoir qu'un hémicycle. Car derrière les discours sur la rigueur budgétaire, il y a la réalité des ministres. Accusations de corruption, de pots de vin, de conflits d'intérêts, des ministres qui passent directement de cabinet de conseil aux ministères et des ministères aux multinationales. Ils n'ont jamais travaillé dans une usine, jamais tenu une caisse, jamais sué pour gagner un salaire. Mais ils font croire qu'avec toujours plus de restrictions, de taxes, de sacrifices, les problèmes seront résolus. C'est une illusion. Comment croire des hommes et des femmes qui vivent de privilèges qu'aucun Français ordinaire ne connaîtra jamais?
Mais au milieu de cette mascarade, il y a une autre réalité, celle des résistants, des citoyens qui refusent de se soumettre, ceux qui se battent non pas pour un siège, non pas pour un privilège, mais pour la France. Étienne Chouard le disait, ce n'est pas aux hommes de pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Ces résistants, invisibles pour les médias, insultés par les élites, sont les véritables héros, car ils ne se battent pas pour eux-mêmes, mais pour que la France retrouve sa souveraineté, parce qu'ils aiment cette France, son peuple, sa liberté. Le 8 septembre, Bayrou tombera-t-il? Le 10 septembre, la rue bloquera-t-elle le pays? Et après, dissolution, démission, chaos ou renaissance? Car une chose est sûre, ce système n'a plus rien à offrir. Tous les partis, toutes les élites, tous les gouvernements ont obéi au même maître, les banques, l'Europe, la dette. Et tant que ce système restera intact, il n'y aura ni souveraineté, ni prospérité, ni liberté. Mais si le peuple décide de se lever, alors tout peut basculer. Et peut-être que ce 10 septembre ne sera pas seulement une grève, peut-être que ce sera le premier jour d'une nouvelle histoire. Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.